S'il vous plaît, messieurs, dames, la cour, je vais vous demander de vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à tous. Je vais faire quelques petites annonces avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je voulais déjà remercier la ville de Dijon, Madame Martin. Merci d'avoir permis que cette manifestation des clameurs puisse se dérouler cette année dans le contexte qu'on connaît. Ravi que le barreau de Dijon puisse une nouvelle fois participer à plaidoirie pour un polar. Je remercie les auteurs de s'être prêtés au jeu. Je remercie mes confrères de s'être également prêtés au jeu et d'assurer la défense de ces livres respectifs. Pour vous rappeler deux choses, la première, le public votera également pour la plaidoirie et pour le meilleur livre. Vous aurez à vous tous une voix. Ça se fera pendant nos propres délibérations quand nous serons sortis. Il y a une captation de ce qui va se dérouler aujourd'hui qui sera diffusée normalement d'ici une huitaine de jours sur YouTube, je crois, si je ne dis pas d'erreur, si je ne fais pas d'erreur, pardon. Pour vous dire que l'ensemble des dédicaces ont été faites par les auteurs, que les livres seront disponibles, je crois, à partir de demain, c'est ça, dans le cadre du festival, et qu'il y aura un questionnaire qui vous sera remis de satisfaction, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, à remplir pendant les délibérations. Je remercie les membres du jury d'être présents également. Monsieur Le Gallot, votre fidélité encore aujourd'hui, nonobstant le fait que l'on a tous eu un délai très court. En tout cas, on est tous ravis de vous avoir encore cette année avec nous. Monsieur Brugère également, ça vous change un peu, vous êtes un peu plus décalé que votre rôle de président habituel, mais ça me fait plaisir aussi d'être un peu à votre place pour une fois. Donc on va appeler le premier dossier, Madame Maude Tabachnik, qui sera assistée de Alexandre Jaffeux. Maître, bonjour. Madame, je vais vous demander de nous donner votre nom et prénom. Maude Tabachnik. Vous êtes à l'origine de ce livre qui s'appelle Jour de glace, raison pour laquelle vous êtes devant nous aujourd'hui. Je dois rappeler que sur ces 4 dossiers que nous allons évoquer aujourd'hui, nous allons avoir affaire à un ours polaire, un ours des Pyrénées, un lion, une lionne rouge, des crocodiles, un chien, un autre chien, un petit chat, un sachet de thé. De quoi nous occuper durant cette grande partie. On va voyager dans le Grand Nord canadien avec vous, Madame Tabachnik, en Namibie, dans les Pyrénées, aux eaux d'Amnéville, au Nigeria, à Paris, en Normandie. Voilà, à peu près pour planter le décor général. Pour vous, on sera plutôt sur le Grand Nord canadien. Vous avez normalement le droit de garder le silence, de faire des déclarations spontanées et de répondre aux questions. Mais comme tout ne se passe pas comme d'habitude, en fait, vous allez être obligé de répondre aux questions. Vous n'aurez pas le droit de vous taire. Et puis, les déclarations spontanées, je vais vous donner la parole dès maintenant. Vous avez exactement 2-3 minutes, s'il vous plaît, pour nous faire le pitch de votre livre, Madame Tabachnik. Je peux me déshabiller ? Bien sûr. Au niveau du masque, oui, sans problème. Oui. Ce livre se passe au Canada, parce que je connais le Canada. C'est un pays assez passionnant, géographiquement, très libre. Il y a une liberté, il y a quelque chose qu'on ne sent pas peut-être plus dans nos régions. Et j'ai voulu situer le drame, parce que c'est quand même un drame,
dans une région très froide, très peu peuplée, le Manitoba, mais qui est quand même une des anciennes régions où les nations premières qui ont d'abord peuplé le Canada ont une grosse importance, une grosse influence. Et j'ai voulu aussi parler de ces nations qui ont été courageuses, qui ont été corrompues, enfin comme tout le monde. Et dans cette région du Manitoba, le gouvernement, c'est une fédération, le gouvernement a décidé de créer une prison extrêmement sécurisée, mais complètement autonome, avec très peu de personnel, et tout est régi par la technicité. Bon, les habitants ont vu d'abord ce que ça rapportait. Et ça rapportait un peu comme en ce moment en France où on veut mettre des prisons et on essaye de convaincre les gens du coin des avantages pécuniaires. Il y en a. Mais il y a aussi d'autres inconvénients. Bon, alors là, déjà, la population est un tout petit peu partagée. Cette prison se fait. On fait venir les condamnés qui sont de vrais condamnés, c'est pas des enfants de cœur. Il s'avère aussi que j'ai été, comment dirais-je, invité dans une prison au Canada. Et c'est comme dans les films américains. Il y a le campus avec les gars qui poussent de la fonte. Et après, je vous le dis très rapidement pour savoir pourquoi j'ai pensé à cette prison. Et j'ai été après interrogé, enfin, non, pas interrogé, j'ai passé 1 heure avec des convicts dans une salle, seul avec eux, il y avait les gardiens dehors. Et au moment de sortir, au bout d'1 heure où mes histoires de littérature ne les intéressaient pas du tout, il y a un type qui s'est approché de moi, il a dit « Vous savez, j'aime tuer les femmes ». Tout le monde était déjà sorti. J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Il dit « Parce que je ne sais pas comment les interpeller ». Je dis « Peut-être que vous ne choisissez pas la bonne solution pour les interpeller ». C'était un type tout à fait normal, hein, comme monsieur le procureur, comme monsieur le président, pareil, tout à fait normal. Vous ne pouvez pas deviner les sombres dessins qui m'étonnaient. Voilà, ça m'a donné un petit peu l'idée d'une prison. Et il s'avère que dans cette prison, il y a une panne technique importante. S'évadent 4 salopards. Je peux me permettre de... 4 salopards. Ça ira, tant que vous n'outragez pas ni le président, ni le procureur, ni le tribunal, voilà, c'est ça ira. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que Parce que ce sont vraiment de tristes cires, on va dire, pour le dire mieux. Madame Tabachnik, ces 4 frères, c'est un peu la version 2.0 des Dalton ou... C'est pas les Dalton, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Délivrance, ben c'est eux. Sans le banjo, alors. Voilà, j'ai pensé beaucoup à eux en créant mes personnages. Bon, il y a aussi un couple où je me suis appuyée sur Fourniret et sa femme. Parce que aussi, il n'y a pas que dans ce grand Manitoba, il y a aussi ce couple qui en fait autant que Fourniret et sa femme. Voyez, c'est un petit peu angoissant. Et il y a une shérif. Il y a une shérif qui essaie de driver tout ça et qui se heurte à quelques difficultés. D'accord. Pas du tout de soleil, pas un rayon de soleil dans votre livre, pas un rayon de soleil dans votre livre. Ah ben voilà. On est d'accord. Oui. Pas de aucun optimisme réel. On est dans une souffrance et un froid perpétuel du début à la fin. On est dans le froid, on est dans l'inconfort, on est dans le danger. On fréquente de sinistres personnages et de temps en temps, parce que la shérif avec son équipe, c'est des gens pas trop mal, mais ce sont des flics avec leur famille, avec leurs problèmes personnels. Et cela, c'est un petit peu la bouée qui nous permet de tenir la tête hors de l'eau. Pourquoi ce parti pris d'utiliser la première personne du singulier pour votre personnage principal ? Parce que j'ai pris l'habitude de me glisser dans mes personnages, même les plus méchants, parce que je les sens bien. Je trouve que c'est plus direct. Dans tous mes livres, c'est pas toujours la première personne. Mais c'est vrai que j'ai écrit le livre d'un bourreau épouvantable à la première personne en me mettant dans sa tête. Ça m'a un petit peu déboussolé, mais je trouve que c'est un exercice d'écriture intéressant. Au début du livre, notamment quand le personnage principal va pour la première fois dans la prison,
il y a une discussion qui s'instaure notamment avec un des médecins. Il semblerait que vous ayez une petite difficulté avec les experts judiciaires que vous traitez de pontifiants. Oui, les experts psychiatres, principalement. J'ai plutôt de difficultés avec ces gens-là, parce que je trouve que leur science n'est pas une science exacte, et qu'elle peut prêter à beaucoup d'interprétations, mais une fois que les experts psychiatres ont donné leur aval pour une chose ou pour une autre, ça marche. Connaissant quelques psychiatres, je me suis dit que c'est un petit peu plus aléatoire qu'on le pense. C'est pas juridique. Juridique, il y a des lois, bon, on s'appuie sur des lois. Eux, non. On essaye en tout cas de s'appuyer sur des lois. Oui, vous essayez, bien sûr, vous essayez. Il y a beaucoup de sujets sur cette question en ce moment. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Je vous invite à vous asseoir, Madame Tabaschnik. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur de la Cour, Madame Tabaschnik a commencé par dire qu'elle aimait les films américains. Alors je confirme que Madame Tabaschnik aime beaucoup les films américains. Ça explose, il y a des fusillades dans tous les sens, et on est dans la caricature des films américains. On parle d'éruption solaire. J'ai pour habitude de dire que je n'invente rien. C'est dans le livre. Une éruption solaire, une tempête, un ouragan, un cimetière indien. On est dans Armageddon avec Bruce Willis. On est dans Une nuit en enfer avec Tarantino. Ça pétarade dans tous les sens, c'est totalement surréaliste. Ces phénomènes naturels et surnaturels, et c'est toute l'intrigue, vont entraîner l'ouverture d'une prison hautement sécurisée et libérer ces frères terribles dont parlait Madame Tabaschnik, les frères Bernard Chaise. Tout droit sorti du film de Borman, Délivrance, j'y reviendrai. Prison hautement sécurisée, avec une atmosphère robotique, oppressante, effrayante. Madame Tabaschnik, dans son roman, aime ce qui est effrayant, ce qui oppresse. Et on est dans ce monde robotique. Moi, j'ai pensé au film, puisqu'on est dans les films américains, j'ai pensé à Fortress avec Christophe Lambert. Voilà, on est en plein dans Fortress, ce programme sécurisé où tous les êtres sont surveillés. Il y a une atteinte aux droits de l'homme qui est manifeste. On est dans un délire total avec ces éruptions solaires, ces tempêtes, ces fusillades. Ça part dans tous les sens. Littéralement, ça part dans tous les sens. Quant aux personnages de sadiques, vous n'avez aucune limite, Madame Tabaschnik. Ils sont d'une violence. Ça fait 6 ans, c'est la 6e année que je fais cet événement. J'ai rarement vu une violence pareille. Les frères Bernard Chaise, alors comment vous les décrire? C'est vraiment les dégénérés. Alors il leur manque un bras, ils dégoulinent, ces espèces de créatures post-atomiques, enfin c'est effrayant. On est effectivement dans le film de Borman, Délivrance. Et avec des crimes perpétrés, un curriculum vitae que vous décrivez à loisir, où il est question de meurtre de vieillards, d'enfants qu'on mange, bien sûr, il y a du cannibalisme. Lorsque les portes de la prison s'ouvrent, on pourrait se dire les frères Bernard Chaise vont se contenter de tuer de façon simple, j'allais dire, leurs gardiens. Non, on se rue à la gorge et on arrache la gorge comme un zombie. À nouveau les films. Quand on est sorti de Bruce Willis ou de Christophe Lambert, on retrouve The Walking Dead. Les frères Bernard Chaise, on se demande si c'est des dégénérés ou tout simplement des zombies. Et évidemment, dans leur périple, ils vont faire des dégâts monstrueux que Madame Tabaschnik décrit avec une complaisance folle. On sent qu'elle adore ça. Ils débarquent dans une petite cabane isolée, ils tuent le couple de façon atroce, ils prennent en otage 3 policiers, 2 hommes, 1 femme, et là, c'est la régalade. Alors là, c'est la fête du sadique. Les hommes, on les torture pendant des jours, on les roue de coups, la femme, on la viole à mort. Et on sent que vous avez pris du plaisir, Madame Tabaschnik. Si beaucoup de plaisir à décrire tout ça, avec complaisance, avec vos frères dégénérés, qui vous inspiraient manifestement, qui vous inspiraient beaucoup. Mais c'est sans compter Ronald Peterson, parce qu'on pourrait se dire, là, on a fait jauge pleine avec les frères Bernard Chaise. Non, ça ne suffit pas, Madame Tabaschnik. Il lui faut un autre sadique, pervers celui-là. Parce qu'on pourrait se dire, les frères Bernard Chaise, ils sont horribles, mais simples, trop simples pour Madame Tabaschnik.
Il fallait un peu de perversité, un peu de sophistication. Le Patterson, oui, il est sophistiqué celui-là. C'est un pédophile, évidemment. Ah ben oui, c'est un pédophile. Il viole des jeunes femmes, des petits garçons. Il n'y a pas de limite d'âge. D'ailleurs, 7 ans, 14 ans, tout lui va. Il prend tout. Il n'est pas fétichiste. Il prend tout, M. Patterson. Puis, c'est un assassin de femmes. Il va voir l'épouse de son co-détenu, Ahmed Bekrich, on va en reparler de celui-là parce que c'est le pire de tous. Il la tue, il l'égorge pour rafler le magot, et quand il arrive dans le Canada lors de sa cavale, ça ne lui suffit pas, il tue une indienne, il la taillade dans tous les sens, alors on a une description de corps, je ne vous dis que ça, et idée de Madame Tabachnik, alors celle-là, on ne me l'avait encore jamais faite, il la décapite, je vous le donne dans le mille, avec quoi, à votre avis? Avec un piège à ours. Pourquoi pas? Un piège à ours. Oui, on est dans le délire de Madame Tabachnik et il faut subir ce roman. Il faut le subir, parce que moi je l'ai subi, ce roman. Je l'ai subi. Et on se dit, quelle est la solution de Madame Tabachnik? Parce que c'est simple de parler des fous. Alors on en fait quoi des fous? On en fait quoi? On les traite comment? Vous l'avez dit, Monsieur le Président. Il y a ce débat avec le psychologue qui lui propose un programme de réinsertion dans la prison hautement sécurisée. C'est peut-être inhumain, mais il y a au moins un psychiatre qui s'occupe de ces détenus et qui propose des solutions. L'héroïne Lou, la shérif, elle n'est pas d'accord, elle n'aime pas les psychiatres. Elle refuse la réinsertion des hauts criminels. Elle ne croit pas à leur rédemption. Mais on a compris qui parle à travers Lou. C'est vous, Madame Tabachnik, parce que vous n'y croyez pas à la rédemption. Alors, maître, qui allait défendre Madame Tabachnik, moi-même, Monsieur le Président, nous n'avons plus qu'à raccrocher nos robes. À quoi servons-nous? Il n'y a pas de rédemption pour le mal. Et je vous cite dans le texte, Madame, page 303. Je vais lire in extenso. Souvent, les gens croient que le mal n'existe pas, que l'humain n'est pas mauvais, qu'il a des circonstances atténuantes, que ce sont les autres, la société et la famille qui sont responsables de ce qu'il est devenu. Possible dans certains cas, mais il y a aussi ceux qui choisissent le mal parce que ça semble plus facile, avec un bénéfice plus immédiat, plus aisé de dealer que de travailler, plus rentable de cambrioler que de s'échiner, plus rapide de tuer un rival, un concurrent, votre femme ou votre mari qui vous trompe, que de partir ou négocier. J'ai toujours pensé que le mal faisait partie de notre ADN. Certes, dans l'histoire des frères Bernard Chaise, la responsabilité de la famille est évidente. Bon, une fois que l'on a dit ça, on peut aussi ajouter que d'autres dans la même situation ne seraient pas devenus de tels assassins. Voilà, on a compris. Donc, le mal est dans l'ADN, on n'y peut rien, et la solution, qu'est-ce que c'est? La peine de mort. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Dans votre livre, la solution pour ces gens-là, c'est la peine de mort. Il arrive quoi aux frères Bernard Chaise? Ils se font serrer par les policiers et ça se termine dans une fusillade de film américain. Vous savez, ces fusillades que vous adorez là, Et ils sont dézingués, dégommés, tous, les 4, sur le carreau. Le seul remède au mal, on a compris, c'est le flingue. Ah bah oui, c'est beaucoup plus simple. Pour Patterson, c'est encore mieux. On se dit, on a atteint le mal absolu. Non, non. Le diable arrive, pour reprendre votre chapitre. Le diable arrive, le fameux Ahmed. Il arrive pour se venger dans la maison de Patterson. Il viole sa femme de façon ignoble. Je vous passe les détails. Il lui déchire le visage, façon dahlia noire. Il la coupe par le milieu. On retrouve un corps rempli de sang et d'excréments, répugnant. Quelle complaisance, mais quelle complaisance, le mal absolu. Il séquestre Patterson, l'emmène dans une petite forêt à l'écart, bien tranquille, pour le torturer à mort pendant des jours. Madame Tabachnik a trouvé encore mieux à la fin de son roman que la fusillade pour le mal et pour les criminels. La torture. Non, la peine de mort, ça ne suffisait pas. Non, non, il faut les torturer, mais alors longtemps, et prendre du plaisir. Voilà le roman, le beau roman de Madame Tabachnik. Et je passe, parce que c'est accablant, évidemment, que Madame Tabachnik veut cette peine de mort et cette torture pour les criminels. C'est d'autant plus vrai que le personnage Oka, le policier indien, va voir le chef indien lorsqu'il voit que la police canadienne n'interpelle pas Ronald Patterson. Vous savez ce qu'il propose ? Une vendetta. On va faire ça entre Indiens. On va le capturer, puis on va le tuer.
On va faire ça à notre manière. Encore la vendetta, encore la peine de mort. Et pour finir, Madame Tabachnik, ce roman répugnant, parce qu'on pourrait se dire, là, on a atteint le comble. En plus, c'est raciste. Ah oui, en plus, c'est raciste. Oui, c'est raciste. Moi, j'ai repéré une remarque raciste dans ce roman. Hein? Quand ils arrivent dans la réserve indienne pour le meurtre de cette indienne, et que le personnage, je crois que c'est Lou qui dit ça de mémoire, qui dit « Oui, mais les Blancs, ils sont logiques, ils sont rationnels. Il faut faire attention aux Indiens parce qu'ils sont impulsifs. » Si, je l'ai lu, ça. Les Indiens sont impulsifs, les Blancs sont logiques. Alors, vous l'avez compris, hein, ce roman, il n'y a vraiment rien à en tirer. Rien. Et je requiers une sanction exemplaire, évidemment, comme tous les ans. Et j'aime bien dire, il faut être puni par là où on a péché. Je requiers donc que le roman de Madame Tabachnik soit déchiré dans une tempête de glace et carbonisé dans une éruption solaire. Merci, monsieur le procureur. C'était très clair. Maître Jaffeux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Dijonnaises, Dijonnais, Décalé-Catane, ohé, ohé. Je suis extrêmement inquiet. Je constate que vous portez toutes et tous votre masque et que vous respectez les fameux gestes d'Alain Barrière. Ce n'est malheureusement pas suffisant. Malheureusement pas suffisant pour vous protéger de la diarrhée verbale qui vient d'être expulsée par le fondement de la société française, représenté ce soir par Monsieur le procureur général. Je tiens d'ailleurs à saluer la mansuétude du ridicule qui ne vous a pas tué, étonnamment. J'ose espérer que la Cour fera preuve d'autant de clémence en acquittant Jour de Glace, car c'est bel et bien ce que je vais vous plaider ce soir, Mesdames, Messieurs, l'acquittement pur et simple. Rassurez-vous, je n'aurai nul besoin de violer vos tympans, contrairement au proc-hurleur général qui, tel Brigitte Lahaie, s'est égosillé ce soir en simulant non pas le plaisir, mais la justice. Vous faisiez référence à Délivrance, vous me faites penser à la truie de Délivrance. Je ne peux absolument pas croire un seul instant que l'accusation ait bel et bien lu les 359 pages qui composent Jour de Glace. Si tel était le cas, Maud Tabachnik, vous ne seriez certainement pas assis ce soir au banc de l'infamie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ne vous fiez donc pas au misérable portrait qui vient d'être dressé par le procureur général, qui s'attendait peut-être, vu le titre du livre Jour de Glace, à lire une biographie sur Häagen-Dazs, et qui n'a pas su cacher ce soir sa déception. Laissez-moi plutôt vous dire qui est réellement Jour de Glace. Et je pense être la personne la mieux placée pour vous en parler, puisque nous avons couché ensemble tous les soirs pendant 2 semaines. L'accusé, donc Jour de Glace, est un polar polaire, dans lequel Maud Tabachnik vous emmène dans les terres reculées du Grand Nord canadien, là où la toundra rencontre la banquise, là où les conditions de vie sont extrêmes, là où l'hiver dure plus de 8 mois, là où Robert Charlebois est encore en tête des hit-parades. Vous ferez alors la rencontre, vous l'expliquez, de Louise Grispan, Lou pour les intimes, Loulou pour Cacharel, une ex-profileuse qui, suite à un terrible drame familial, devient shérif à Woodfall. C'est une petite ville de la province du Manitoba, là où le seuil de pauvreté est le plus bas du pays, là où la densité de population était extrêmement faible, en clair, l'équivalent canadien de la Nièvre. Les autorités canadiennes n'ont donc pas trouvé meilleur endroit pour y construire une prison de haute sécurité et d'y enfermer les pires criminels du pays. Des violeurs, des pédophiles, des serial killers et la pire espèce de tous, ceux qui disent au jour d'aujourd'hui « Monsieur le procureur, vous vous attaquez ce soir aux mauvaises personnes ». Seulement quelques jours après son inauguration, une tempête, vous l'a expliqué, sans précédent, balaie Woodfall, déconnectant le système de surveillance et ouvrant ainsi les portes du pénitencier. Je ne ferai pas de blague à ce sujet, je n'ai pas envie de me mettre la population de Genlis à dos. Profitant donc de cette
panne, les fameux frères Bernatchez s'échappent en massacrant des gardiens sur leur passage. Et c'est là qu'intervient notre héroïne, Lou Grispan, qui doit faire face à 2 challenges. Le premier, retrouver et arrêter la fratrie la plus meurtrière du pays. Le second, enquêter sur le terrible meurtre d'une jeune Amérindienne, dont on sait très tôt que le tueur se prénomme Ronald. Avec un prénom pareil, pas étonnant qu'il en soit arrivé là. Si je m'arrêtais là dans ma présentation, un peu condescendante, je le conçois, mais vous auriez donc un polar commun, classique, qui ravirait les lecteurs adeptes du genre. Sauf que, mesdames, messieurs, Jour de glace, c'est bien plus que cela. C'est un polar à plusieurs dimensions. Jour de glace, par l'intermédiaire de son héroïne, dénonce tout d'abord l'utilisation excessive des nouvelles technologies au sein du milieu carcéral, puisque la prison de Woodfall est présentée comme un bâtiment à la pointe, un pénitencier 2.0, où la technologie est au service de la sécurité. Il y a donc plus d'ordinateurs que de gardiens. La modernité, certes, au détriment de l'humanité. Il suffira d'une tempête pour mettre à mal tout le système informatique, et Maud Tabachnik nous rappelle alors que face aux colères de Mère Nature, nous ne sommes absolument rien. Surtout, si Jour de glace nous plonge dans la violence, l'angoisse et l'horreur que vous avez décrites, il nous raconte surtout, et ça vous a échappé, monsieur le procureur, il nous raconte la relation conflictuelle entre d'une part les Indiens, les Premières Nations donc, et d'autre part les Blancs, les envahisseurs. Jour de glace met en exergue le ressentiment des Indiens à l'égard du colonisateur qui les a chassés de leur propre territoire, qui les a appauvris et qui a violé sans vergogne leur sépulture. Si la cohabitation est moins violente qu'il y a plusieurs siècles, les actions du visage pâle n'en demeurent pas moins dommageables, surtout lorsqu'il décide de construire une prison de haute sécurité sur un cimetière indien et qu'il viole et décapite une jeune indienne de 15 ans. Jour de glace confronte donc la vision de deux polices, pourtant réunies au sein d'une même nation, mais dont l'approche est totalement différente. Celle des Blancs qui repose sur la raison et celle des Indiens qui repose plus sur l'intuition. Surtout, Jour de glace vous amène à vous interroger sur un système judiciaire à double vitesse, c'est-à-dire celui qui distingue les minorités et les autres. Les Indiens peinent à obtenir justice simplement parce qu'ils n'ont pas la même couleur et la même culture que ceux qui les jugent. Alors, lorsqu'il s'agit du meurtre d'un des leurs, comme c'est dans le cas de Jour de glace, ils ne comptent donc pas tellement sur la police et la justice blanche pour obtenir réparation, dos au mur. Ils doivent se résoudre à se faire justice eux-mêmes. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, pourquoi l'accusation veut tant la peau de Jour de glace. C'est pourquoi monsieur le procureur général Custer ne peut s'empêcher de descendre tout ce qui a trait à l'Indien. Et il a tout simplement vu son propre reflet, et il est loin d'être flatteur. En vous attaquant à Jour de glace, vous reproduisez finalement ce que le livre essaye de dénoncer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, la violence ne se résume pas qu'à des viols ou à des décapitations par des pièges à ours. Il y a aussi et surtout la violence étatique, celle qui génère la souffrance sociale et pour laquelle vous n'avez aucun moyen de recours. Par conséquent, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tendez la main à ceux qui osent dénoncer ces inégalités et acquitter Jour de glace. Je vous remercie. Merci, Maître Jatteau. Madame Tabachnik, comme c'est la règle, vous avez la parole en dernier. Si vous avez quelque chose à compléter, et dans l'affirmative, soyez brève. Je n'ai pas grand-chose à dire, à part que je pense que monsieur le procureur n'a pas lu ce livre-là. Il en a imaginé un qui correspondait à sa nature, mais pas le mien. Merci. C'est tout ? Oui, je pense que oui, c'est bien. J'ai un avocat de haute volée qui a dit ce que j'aurais dit. Merci, Madame Tabachnik. Nous aurons la décision en fin d'audience. Dossier suivant. Vous pouvez enlever votre masque. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander vos noms et prénoms. Colin Niel. Vous êtes poursuivi pour avoir écrit Entre fauves, déposé légalement en septembre 2020, en tout cas mon édition. Liminairement, j'ai quand même un message à faire passer. Il
faudrait quand même penser au presbyte. Parce que 540 pages écrites petit comme ça, si jamais vous oubliez vos lunettes, vous êtes mort. Je vais vous demander, comme le précédent prévenu, de nous faire le pitch de votre livre en 3 minutes maximum. Je vais tenter. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, c'est un livre qui parle d'un lion. En fait, c'est l'histoire d'un lion. C'est l'histoire d'un lion qui, un jour, apparaît sur un réseau social, allongé, mort, à côté d'une jeune femme qui, de toute évidence, l'a abattu avec son arc de chasse, quelque part dans un pays qu'on peut supposer africain. Et en fait, c'est le déroulement de 2 histoires. Je tire 2 fils. Le premier est qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo, comment on est arrivé à cette photo, quelle est l'histoire de ce lion, quelle est l'histoire de cette jeune femme, et quelles sont les histoires des autres personnages qui ont pu tourner autour de ce lion, et pourquoi il a été abattu, dans quelles conditions il a été abattu, et qui l'a battu également. Et une autre histoire se déroule en parallèle, c'est le deuxième fil, c'est quelles vont être les conséquences de l'apparition de cette photo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça peut déclencher chez tous ceux qui, comme je pense beaucoup dans cette salle, peuvent être choqués par la violence d'une telle photo. Et surtout, au-delà des réseaux sociaux, comment pourrait réagir quelqu'un face à cette photo s'il se rendait compte que la personne qu'il voit sur la photo, cette jeune femme, en fait, était sa voisine, enfin, habitait tout près de chez lui. Et donc, voilà le point de départ de cette histoire. Très bien, merci. Vos 2 personnages, vous l'avez rappelé, sont un lion et un ours. L'ours s'appelle Canelito, je pense que je l'ai, c'est par rapport à l'ours Canel, j'imagine. Vous avez fait ce choix ou pas du tout? Alors, ce n'est pas un choix, c'est-à-dire qu'en fait, Canelito existe. Canelito est le fils de Canel. Ouais. Donc Canel, qui était la dernière ours de souche pyrénéenne, qui a été abattue en 2004. Et pourquoi Charles? Alors Charles, c'est le nom que j'ai donné à ce lion. D'abord parce qu'en Namibie, là où se déroule cette histoire, c'est une petite population de lions qu'on appelle les lions du désert, qui est une population de lions tout à fait, un peu particulière, adaptée à la vie dans le désert. Et là-bas, les lions sont suivis par des scientifiques qui ont l'habitude, comme ça se fait beaucoup, de leur donner des noms, ce qui peut d'ailleurs beaucoup interroger les populations locales sur le seul fait qu'on puisse donner un nom à un animal tel qu'un lion. Et le prénom de Charles m'a été inspiré par une lionne dont j'ai croisé la route en Namibie, qui s'appelait Charlie, et qui aujourd'hui encore arpente les terres namibiennes. Quelque chose m'a interpellé dans l'ouvrage, c'est le choix d'avoir fait du personnage du chasseur, en fait, qui soit féminin. Pourquoi avoir fait ce choix que le chasseur soit une chasseuse et jeune en plus? Parce que je pense que le travail d'écriture et le travail qu'essaye de faire tout romancier, il me semble, c'est dans la construction de ces personnages, c'est un travail de déconstruction de stéréotypes en permanence. C'est-à-dire que lorsqu'on a des idées, lorsqu'on invente des personnages, ce qui nous vient en tête, c'est toujours des stéréotypes systématiquement. Et c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est au contraire petit à petit de se décaler de ces stéréotypes et d'essayer de s'en éloigner pour justement essayer de construire autre chose que ce qu'aurait pu être attendu. Merci. Monsieur le procureur, vous avez des questions? Non, pas de questions, Monsieur le Président. Des questions? Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur de la Cour, je proteste vivement. Monsieur Niel dit qu'il n'aime pas les stéréotypes. Mon premier réflexe quand j'ai lu ce livre, c'est de me dire, en fait, c'est très binaire. Pour vous la faire courte, on a d'un côté les méchants chasseurs contre les gentils écologistes protecteurs de la faune. On pourrait se dire, si cette fable binaire avait été écrite avec subtilité, on aurait de l'argument, mais même pas.
Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Alors, d'un côté, la méchante chasseuse Apolline Lafourcade, de l'autre côté, le gentil écologiste Martin, protecteur des ours. Mais attendez, c'est affligeant de bout en bout. L'un comme l'autre, ils sont insauvables. D'abord, Apolline Lafourcade, alors Légolas, Légolas, oui, parce que, en fait, c'est son pseudonyme, parce qu'elle chasse avec un arc, genre New Wave, vous savez, elle sent l'appel de la forêt, elle va chasser avec son arc, des pitons, des gazelles, des antilopes, des lions, pourquoi pas. Je vous rappelle quand même ce qu'est Légolas, dans Le Seigneur des Anneaux. C'est quand même Légolas qui, dans une scène, voit le soleil se coucher, ou se lever, plus précisément, et dit « Un soleil rouge se lève sur la plaine. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. » Ouais, le personnage le plus con du Seigneur des Anneaux. Ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence très bien. Et alors, cette petite chasseuse, avec son bandeau, son arc, New Wave, qui sent les vibrations de la forêt, vous comprenez, elle a un père qui met encore plus con, si c'est possible. Un beauf qui boit des bières, qui raconte ses récits de chasse d'antilopes et de gazelles, qui se régale de ses trophées, qui a d'ailleurs une salle à cet effet. La caricature du beauf, et il manque plus que le 4x4, c'est vraiment une accumulation de clichés, et il offre à sa fifi qui a perdu sa maman pour la consoler, vous comprenez, la pauvre chérie, la pauvre petite bourgeoise, qui est tellement triste, lui offre une chasse au lion, 100 000 €. 100 000 € pour tuer le roi de la jungle. Scandaleux. Scandaleux. Puis alors, on aurait pu se dire, cette chasse va avoir un petit peu de prestige, ça va ressembler à quelque chose. Alors il est vrai que les descriptions de paysages sont très belles, monsieur Nel, ça je vous en fais le crédit. Mais alors cette chasse, elle dégénère totalement. Totalement. Le guide qui était là, l'allemand, le gros allemand, encore un qui est bourré à la bière comme une otarie, au passage, encore un gros con bourré à la bière, encore un beauf. Le spécialiste de la nature, machiste avec ça, bah oui, évidemment, avec son gros flingue, il connaît tout à la jungle. Ça dérape complètement. Le lion les fait tourner en bourrique. Ça dérape complètement. Le lion s'échappe et le compère qui veut prendre une photo, qui va publier sur les réseaux sociaux. Non, d'ailleurs, c'est pas lui, mais peu importe, c'est l'équivalent, parce qu'il est toujours à pianoter sur son petit téléphone sur ses réseaux sociaux. Le lion leur échappe et ça se termine comment? Mort d'une femme innocente. Le lion dévore une femme innocente. La beaufrie du chasseur qui ne touche pas seulement l'animal, mais aussi l'être humain. Voilà. La bêtise du chasseur qui se répercute sur l'être humain. Voilà pour la partie chasse. On pourrait se dire, on va être un peu sauvé avec l'écologiste Martin. Pas du tout, pas du tout. Martin, c'est un type complètement borné, un ayatollah, un monsieur je sais tout, en prise avec sa hiérarchie, qui conteste tout et n'importe quoi, qui n'obéit pas aux ordres, qui fait sa justice lui-même. Je parlais de vendetta. Alors dans ces polars, il y a quand même une caractéristique. Ils font tous leur justice eux-mêmes. Ils sont tous dans leur bon droit. Ils savent exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Alors lui, il a des débuts assez intéressants. Il crève des pneus de chasseur. Il commence modeste, mais ça va monter en puissance. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il commence par crever des pneus et il envoie un cercueil, un petit cercueil, en menace de mort à ceux qui auraient tué Canel. Il commence comme ça, mais il ne s'arrête pas là. Il découvre la photo d'Apolline Lafourcade avec le lion. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est elle qui a tué le lion. Mais lui, il se lance dans une vendetta, il fait sa justice, il commence par lyncher la jeune fille sur les réseaux sociaux. Alors oui, d'accord, elle ne mérite pas les félicitations du jury, mais peut-être pas de se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Peut-être des limites. On pourrait se dire, ça va s'en tenir là. Pas du tout, pas du tout. Il la stalk, il la suit, il vérifie où elle habite, il l'épie comme une espèce de pervers, il devient complètement fou, il entre par effraction chez elle, il lui vole son arc et il la pourchasse jusque dans les Pyrénées, dans son propre parc, dont il est gardien, pour la pourchasser et en faire son trophée et sa chasse. L'anti-chasse qui devient chasseur et qui chasse l'homme. Il la blesse, ça dégénère, il tombe dans un trou, et là, l'anti-chasseur, qui non seulement chasse l'homme, mais va tuer ce qu'il protège le plus au monde, et va tuer le dernier représentant de son espèce, Canelito, l'ours. Il tombe dans un puits avec sa victime, l'ours arrive, fait une charge d'intimidation, pourtant il les connaît les charges d'intimidation. Il tire quand même avec l'arc,
il se retrouve aux prises avec l'ours et c'est à Lafourcade, la chasseuse, de le sauver en tuant l'ours. Magnifique. La bêtise des chasseurs qui se reportent sur l'être humain, l'antichasse qui se retrouve chasseur d'hommes, puis indirectement chasseur du dernier représentant de son espèce. Magnifique. Enfin, c'est un déluge de bêtises totales. Et ce qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est un livre de fou, hein, comme tous ces livres, comme tous ces polars, enfin il faudrait les interdire définitivement. Ça fait 6 ans que je viens requérir, c'est toujours pas interdit ces trucs-là. Parce que dans ce roman quand même, il faut s'imaginer que les bêtes mangent les bêtes mangent les hommes mangent les bêtes, les hommes mangent les hommes. Ça se bouffe dans tous les sens, c'est la jungle, c'est le bordel intégral. Tout ça, ça se chasse, ça se bouffe, ça se poursuit, c'est un chaos invraisemblable, délirant. Puis ça s'arrête pas là, Je parlais de bêtises parce que ce livre en plus est vulgaire. Alors j'ai lu en page 96 une formule qui m'a effaré. Je tenais le livre. Oui, je sais, j'aime bien le faire tous les ans, ça. Je tenais le livre et j'étais obligé de me pincer. Au moment où Martin poursuit Apolline Lafourcade, cherche à savoir qui elle est, on finit par lui donner son prénom et il dit, je cite, « Le prénom s'imprima en moi comme l'odeur d'un ours en rut sur un arbre frayoir. » Non mais je rêve. Non, c'est pas fini, j'en ai d'autres. Alors ça, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la discussion sur la merde. Alors, je vous explique, il est question de savoir si Canelito a été tué par des chasseurs ou pas. Et Martin est en prise avec ses collègues, ils ont retrouvé des excréments, et ils sont en train de discuter sur les excréments. Alors, ils se le passent, ils le respirent, et vous savez, c'est comme les verres de vin, c'est... sanglier, ours, peut-être un phacochère. Attends, vas-y, repasse-moi. Ouais, un léger fumet, là, ça doit être de la biche. Je n'invente rien. Et là, je sais que Maître Cordelier est dans la salle, parce que tous les ans, on a droit au chapitre chinois. Il y a toujours, à un moment donné, des propos racistes sur les Chinois. Et les questions, à un moment, des Chinois comme les pires braconniers du monde. Encore et toujours les Chinois. Maître Cordelier appréciera cette petite blague privée, mais je remarque que tous les ans, les Chinois s'en prennent plein la figure. En même temps, cette année, bien avoué, alors, il y a quand même des choses qui sauvent dans ce roman. Parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer. J'aime bien faire mon procureur caricatural, mais de temps en temps, il y a aussi un espace pour l'enthousiasme et la poésie. Et M. Niel n'est pas dénué de poésie. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Comte Jima, ce jeune homme africain de la tribu Imbas, qui s'affronte à ses peurs ancestrales, qui va au-devant de ce lion à crinière noire magnifique, à la lueur de la lune, dans une forêt obscure, ancestrale. Ça, c'est beau. C'est beau. Et il affronte une peur absolue, celle du roi des animaux, du plus terrifiant de tous, et il le fait par honneur, pour sauver son village et par amour. Oui, c'est beau, monsieur Niel. Là, oui, j'ai trouvé ça beau. De même que j'ai aimé Charles. Je l'ai aimé, ce lion majestueux. On ne sait pas véritablement s'il meurt, d'ailleurs. Il devient une légende, et il s'échappe dans cette scène de fin, dans le paradis des lions, ce beau paradis au bord de l'océan. C'est beau. Mais ça ne rattrape pas le reste. Non, je ne me laisserai pas attendrir, vous l'avez compris. Dans ce livre, on parle d'animal problématique. Moi, je dis que ce roman est problématique. Et en toute logique, je requiers une sanction, vous vous y attendez. Je requiers que le roman de M. Niel soit dévoré par un lion. Maître Troster, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez aussi bien que moi, Monsieur le Procureur général, le lion rugirait de plaisir à dévorer ce polar.
Je m'émeus d'ailleurs de votre courroux envers mon client, tant ce livre est d'une habileté déconcertante. Mais peut-être que votre lecture a été difficile. Peut-être même qu'elle vous renvoie à votre propre nature. J'y reviendrai. Mais commençons par rappeler les faits à la cour. Entre Fauves est un voyage qui, au fil des pages, pousse le lecteur dans le précipice de sa nature la plus primaire. Entre savane et Pyrénées, entre homme et bête, qui est le chasseur? Qui est la proie? Ce roman nous présente d'abord Martin, garde du parc national des Pyrénées et membre fondateur d'un groupe anti-chasse. Meurtri par les agissements des hommes, il agit anonymement sur Internet et expose les chasseurs qui se photographient avec leurs trophées, rhinocéros, tigres ou encore lions. Martin et ses amis livrent leurs congénères sur les réseaux sociaux. Leurs victimes sont condamnées à des mois d'insultes et de menaces anonymes par le tribunal du net, sans aménagement de peine possible. Le rythme s'accélère rapidement lorsque Martin découvre la photo d'une jeune femme au beau milieu de la savane, un arc à la main, aux côtés du corps du roi lion devenu trophée. Martin devient alors chasseur à son tour, prêt à traquer la jeune femme sur les réseaux sociaux. Pas pour lui proposer le célèbre combo glace à l'eau, fourgonnette, fournirait, mais pour l'épier, pour percer tous ses secrets. En réalité, sa proie, elle s'appelle Apolline. Elle chasse avec ses parents depuis son plus jeune âge, depuis sa plus tendre enfance, par amour. Pour son anniversaire, Apolline reçoit de son père un arc dernier cri et une cible, un lion. Ensemble, ils s'envolent en Namibie, aux confins du monde, vers le désert du Kaokoland. Et voilà que, contre la modique somme de 100 000 € sans les frais de port, et pas le choix dans la date, Apolline est autorisée à chasser Charles, le lion. Alors arrivés sur place, ils sont accueillis par Lutz, le professional hunter allemand, qui de prime abord n'a de professionnel que le nom, il faut bien le dire. Une demi-tonne à la pesée, un teint plus vanille-fraise que hâlé. On l'imagine plus au camping des Flots Bleus qu'au beau milieu de la savane. Quant à son champ lexical, son champ lexical, il se restreint à des propos misogynes et autres scheisse. Lutz conduira Apolline et son père dans un camp aux aires de Club Med, dédié aux chasseurs, non loin du village du jeune Konjima, victime des assauts du lion, qui quelques jours plus tôt a décimé le troupeau familial. Ah, Konjima. Konjima. Lui aussi le veut, ce lion. Il faut dire qu'au village, il y a une petite gazelle, plutôt à son goût, mais promise à un autre. Alors il se met en tête que s'il abat le roi de la savane, il pourra... voilà quoi. Mais, fallait pas se mettre autant de pression. Moi, après un mojito, je suis ouverte à la discussion, par exemple. Allez, 2 mojitos. Konjima, Martin, Apolline, Charles, le lion, nous voilà donc entre fauves. La tension s'installe, tout le monde chasse tout le monde, et le lecteur plonge dans un polar inédit entre chasse aux fauves et chasse à l'homme. Tout y est. Intrigue, enquête, amour, vengeance. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez à ce livre? Car il ne m'a pas fallu longtemps pour faire le rapprochement. Vous aussi, vous êtes chasseur, monsieur le procureur général? Vous avez commencé par du petit gibier, conduite sous stupe, refus d'obtempérer, outrage à agent, de quoi vous faire la main, avant de monter en grade? Dealer, violeur, braqueur. Puis vient votre premier assassinat. La victime, le sang, les preuves, les complices, tout s'exacerbe. Vos sens de prédateur aussi. Code pénal en main, l'accusé en joue, vous tirez à vue. 10 ans pour l'un, 15 ans pour l'autre. Perpète pour votre dernière proie. Les coupures de journaux qui vous citent tapissent les murs de votre chambre, tels des trophées de chasse.
vous rêvez des plus grands procès. Le tribunal, votre savane. Vous y rôdez, espérant y croiser les plus belles bêtes. Émile Louis, Francis Saulme, Fourniret, Le Landais, mais surtout le Graal, Dupont de Ligonnès. Ah, vos instincts les plus primaires s'emballent lorsque je prononce ces noms, n'est-ce pas? Chaque accusé est votre proie, monsieur le procureur général. Alors, monsieur le Président, mesdames et messieurs de la Cour, vous connaissez l'adage. Nemo auditur. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et à ce titre, condamner ce roman reviendrait à condamner l'accusation elle-même. Alors, si vous avez un cœur de lion, je vous demanderai d'acquitter mon client. Monsieur Niel, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas grand-chose, sinon que j'inviterai monsieur le procureur à sortir un peu de ses bureaux pour se rendre sur le terrain. Je serais ravi de l'emmener avec moi en Namibie. Il constaterait que le désert de Namibie n'a rien d'une jungle, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure. Merci. Dossier suivant. Bonjour, je vais vous demander votre prénom et votre nom. Olivier Norek. Vous êtes prévenu d'avoir fait éditer Impact aux éditions Michel Lafon. Je plaide coupable. Je vais vous demander de... alors, effectivement, vous pouvez plaisanter, Monsieur Norek. Il est évident que quand en deuxième page de couverture, on lit que vous avez été capitaine de police judiciaire pendant 18 ans, ça n'a pas dû arriver souvent que vous soyez de ce côté-là de la barre. C'est peut-être pour ça que vous faites un peu le malin, je pense, d'ailleurs. Donc on va redescendre tout de suite. Merci. Vous n'échapperez pas à l'exercice des autres personnes qui sont passées avant vous. Je vais vous demander, mais du coup, vous allez le faire qu'en 2 minutes. Voilà. Le pitch d'Impact. C'est parti. Avec plaisir, Monsieur le Président. C'est un roman qui parle de nos droits fondamentaux, comme celui de se déplacer, de s'exprimer, celui de croire, celui d'avoir une orientation religieuse, une orientation sexuelle, des droits inaliénables. Mais l'un d'entre eux, le droit à la défense, contient en lui-même une impossibilité. Effectivement, quand je reçois un coup, j'ai le droit de rendre un coup, ce qu'on appelle la légitime défense. Mais si jamais je donne un coup à un homme de 2,80 m et de 300 kg, alors sa réponse ne sera pas la même que mon attaque. Dès lors, il semblait essentiel de laisser ce droit, et ce seul droit, le droit fondamental de la défense, à une institution qui se porterait garante et qui nous assurerait qu'à chaque crime, à chaque délit, il y aurait une peine équitable, une peine assez équivalente pour tous les citoyens. Et pourtant, face au serial killer le plus efficace du monde, face au réchauffement climatique et face à la pollution, qui crée 20 millions de morts par an, je m'arrête ici, 20 millions de morts par an, c'est l'équivalent des pertes civiles et militaires de la Première Guerre mondiale. Tous les ans, ce sont 20 millions de morts par an qui sont dus à la pollution et au réchauffement climatique, et je n'entends que silence. Et je ne vois qu'immobilisme, je ne vois qu'inaction face à cette justice qui est censée nous protéger. Alors vous qui représentez une institution immobile, paralysée, impuissante, face aux plus grands dangers qui pèsent sur la société que vous êtes censé protéger, j'ai décidé de créer un personnage. J'ai décidé de créer Virgile Solal, un éco-terroriste qui va décider de reprendre ce droit inaliénable, celui de la défense, et se mettre à kidnapper les représentants des entreprises les plus polluantes de la planète, car si lui n'agit pas, eh bien, on pourrait attendre longtemps pour que vous le fassiez. Très bien. Au moins, ça a le mérite d'être clair. En tout cas, en ce qui concerne votre avis sur la justice en France, je pourrais commencer déjà, page 113, la justice, point d'interrogation. Face à l'argent, elle n'existe pas, le droit des hommes non plus. Dans la société comme dans la nature, la force, la puissance et les pouvoirs sont les seules mesures du droit. Et nous, les simples, les citoyens, n'aurions même pas le droit de nous battre pour nos vies. Alors, je vous rassure, l'Élysée a annoncé ce matin qu'ils annonçaient les états généraux de la justice. On peut peut-être espérer quelque chose, du coup, pour vous rassurer. Mais il est clair que la justice des hommes ne semble pas être efficace, selon vous, quand on parcourt votre roman.
Elle l'est parfois, elle l'est pour les gens comme vous et moi, elle l'est pour les citoyens, elle l'est pour les simples. Mais je vous poserai la même question sur l'évasion fiscale. Quel a été votre résultat ? 100 millions d'euros d'évasion fiscale par an, 1000 milliards d'euros d'évasion fiscale en Europe, et pourtant, à nouveau, cet immobilisme, cette inaction, alors que chaque euro qui nous échappe pourrait être utilisé à sauver la planète, à penser à demain, à protéger les générations futures. Mais à nouveau, face à des entreprises qui sont peut-être un peu trop puissantes pour vous, face à des GAFA, face à des évadés fiscaux que vous connaissez et dont vous connaissez la direction des évasions, eh bien à nouveau cet immobilisme, ce silence. Alors oui, pour moi, pour vous, la justice est efficace, mais pour les grands, je me pose la question. Virgile Solal, Solal ça vient de l'hébreu Solel qui veut dire le guide. Oui. Vous êtes ce guide ? Vous vous considérez comme ce guide ? Absolument pas. Je suis plutôt un conte de Grimm ou un conte de Perrault. J'invente un monstre avant qu'il devienne réalité, j'invente une histoire que je ne veux pas voir arriver. J'essaie de vous faire peur pour peut-être vous donner les armes le jour, car ce jour va arriver d'ici 10 ans, 15 ans. J'essaie de vous donner les armes pour faire face à cette catastrophe climatique qui de toute façon va arriver. Alors plutôt les contes de Grimm plutôt qu'un guide. Et selon vous, la fin justifie les moyens, pardon ? Une question qui est beaucoup trop floue pour avoir une réponse précise. Elle a le mérite au moins d'être posée, donc au moins Alors je vais vous en donner une précise. Votre livre, il est entrecoupé d'interludes. Il y a notamment cette scène d'une famille qui essaye de se protéger de l'arrivée des crocodiles. Et un choix s'impose entre sacrifier un petit chat et un petit chien. Oui. Pourquoi le petit chat ? Et pourquoi pas le petit chien ? Quand j'ai commencé à écrire, on m'a dit qu'il y avait 2 choses qu'il ne fallait pas aborder. 2 choses qui étaient illisibles. La pédophilie, évidemment, je le comprends, et l'assassinat des petits chats. J'ai donc décidé, à chacun de mes romans, de buter un petit chat. Les chiens sont fidèles, les chiens sont loyaux, et quand on meurt, ces chiens s'allongent sur notre tombe et se mettent à pleurer, alors que les chats sont déjà dans la maison d'à côté, en train de boire du lait et de manger des croquettes. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur de la Cour, Monsieur Norek. Un scrupule, un caillou dans la chaussure. Vous savez, j'ai pensé, en lisant votre roman, Monsieur Norek, à cette phrase qu'a Javert à l'endroit de Jean Valjean lorsqu'il le libère des barricades. Vous m'ennuyez, Monsieur Norek. Vous m'ennuyez. C'est très construit, c'est intelligent, c'est très documenté, incontestablement. Il y a même un sommaire qui vous indique que toutes les sources sont fiables. On a un tour d'horizon de tous les dommages écologiques de la planète, de la façon la plus rigoureuse qui soit, continent de plastique, pluie de grêle, incendie en Australie, gazon carbonisé en Californie, la montée des eaux, ces riches qui acquièrent des bunkers à prix d'or. Madame Tabachnik, s'il vous plaît. On n'est pas à la foire à neuneux, là. Non, mais madame est vexée à cause de mon réquisitoire, je comprends, très vexée. Mais ça ne m'empêchera pas de poursuivre. Et puis ce roman m'a donné des nuits blanches, comme dirait l'avocat de Virgile Solal, parce que à chaque fois que je croyais tenir l'argument, M. Norek servait le contre-argument. Et maître, vous n'avez pas besoin de faire une plaidoirie, elle est dans le livre. C'est un peu facile. M. Norek s'est préparé à son procès. Son héros est jugé, fait l'objet d'un procès, et on sent qu'il s'est préparé à ce procès ce soir, très nettement. Toute la plaidoirie est là-dedans. Mais, comme dirait Diderot, encore y a-t-il quelque chose à dire ? Parce que tout l'argument du livre est d'être dans l'ambiguïté. Finalement, Virgile Solal, et on a compris que Virgile Solal, c'est Olivier Norek, c'est son double, est-il un terroriste ? Alors on nous explique
il n'agit pas par la terreur, parce qu'il arrive à convaincre sur Internet une nuée de plus en plus importante d'aficionados, de convertis, ces pandas balafrés qui portent le masque, de plus en plus nombreux, et qu'il cible ses victimes, alors que le terroriste agit par la terreur et frappe à l'aveugle. Eh bien, j'ai trouvé la solution, monsieur Norek. Ça m'a pris des nuits blanches, mais j'ai fini par trouver. Non, en fait, j'ai trouvé très rapidement. Parce que j'ai fait de la philosophie, monsieur Norek, et comme vous, je philosophe. Et il y a un contre-argument de poids. Albert Camus, ça vous rappelle quelque chose? Bon, je cite un petit auteur, d'accord, mais qui a tout de même du poids, et qui évoque cette question dans L'homme révolté, précisément. C'est toute la question. Le problème de Virgile Solal, quelle que soit la légitimité de sa cause, quels que soient les moyens qu'il emploie, il cible les personnes qu'il séquestre, des patrons, le patron de Total, la directrice financière de la Société Générale, et il entraîne la conversion des personnes sur les réseaux sociaux, d'accord, mais il agit par la terreur. Il rend le crime logique. Il rend le meurtre logique. Il l'argumente. Il propose un système de rançon-caution qui légitime son système, mais il n'en demeure pas moins que dans le système de Camus, c'est la même chose. Il se trouve que c'est un terroriste très subtil, qui agit par de nouveaux moyens, dont la cause est juste, c'est incontestable. Mais il rend le crime logique, il justifie le crime. D'ailleurs, Virgile Solal se revendique de l'action révolutionnaire. Il cite Malcolm X, il cite la guillotine, il parle de révolution violente, brutale, d'agissement énergique, de droit à la révolte, mais par le sang. Et il y a cette vidéo qu'il poste où il est à côté de la colonne de la Bastille. La référence est nette, à la guillotine, au sang, au meurtre. Il rend le crime logique, il agit par la terreur. Et Camus oppose révolte et terreur. Dans sa pensée de midi, comme il l'appelle, il dit que la révolte est l'élan vital. La révolte, oui, elle est nécessaire, parce qu'elle est vitale, parce qu'elle fait partie du flux organique et vital. Mais la révolution, monsieur Norek, Virgile Solal reste un terroriste qui tue, quels que soient ses arguments. Il tue bel et bien. Puis il y a quand même des petits défauts dans votre roman, parce que là, je me laisse embarquer dans la discussion, mais il y a quand même des zones de mauvais goût. Alors notamment, un passage que j'ai trouvé extrêmement limite, lorsque Diane Meyer va prier et assimile Virgile Solal au Christ. Il ne faut peut-être pas exagérer. Je veux bien que la cause de M. Solal soit légitime, que votre cause soit légitime, M. Norek, mais de là à endosser le péché du monde, peut-être se calmer. Non, mais c'est assez excessif. Le Christ couronné d'épines dans la figure de Virgile Solal, non, ça je ne peux pas accepter. Et puis vous présentez des personnages de commissaires qui sont systématiquement corrompus et qui avancent en carrière soit pour essayer de tuer Solal, soit pour le compromettre dans un attentat qui n'a rien à voir avec son action. Et d'ailleurs, venons-en à cet attentat, parce que M. Norek n'est pas à l'abri du mauvais goût. Son livre est fait d'une dialectique extrêmement intéressante, mais il n'est pas à l'abri du mauvais goût. Et alors, j'ai adoré le bal des débutantes. Oui, c'est vrai, monsieur Norek, tout le monde a rêvé que dans une salle où le champagne coule à flot, tout cela se termine dans le vomi et les excréments, et que tout le monde meurt d'un coup. Oui, tout le monde l'a eu, ce fantasme. Il faut tuer le riche, il faut l'exterminer, il faut qu'ils agonisent. Mais tout de même, monsieur Norek, non. Là, vous vous êtes un peu laissé aller à l'incontinence. Littéralement. Littéralement. Et puis, il y a des passages que je n'ai pas tellement aimés dans ce procès de Virgile Solal. Alors, notamment ce passage, cette réflexion sur les cours criminelles, où M. Norek affirme que devant une cour criminelle, le système est plus rigoureux puisque ce sont des magistrats qui jugent et qu'il n'y a pas de jury populaire. Alors là, je vous arrête tout de suite, M. Norek, parce que moi, j'ai eu une expérience des cours criminelles. La plupart des cours criminelles sont plus indulgentes que des jurys populaires, dont acte. Et j'ai alors là, j'ai adoré la charge à mon endroit sur le réquisitoire concernant Solal, qui est long, très long.
Manque de chance, monsieur Norek. Moi, je ne suis pas un procureur ennuyeux. Et je ne suis pas long. Je suis bref comme la lame qui tranche. Qui tranche. Quant à la plaidoirie, on peut la reprendre, parce qu'il y a des contre-arguments tout de même, monsieur Norek. Une plaidoirie de la défense dans le roman en 3 temps. D'abord, on attaque la justice. Alors je me suis dit, je le tiens. Il attaque les magistrats. Et très intelligemment, monsieur Norek dit dans un deuxième temps, oui, mais les magistrats n'ont pas l'argent, n'ont pas les finances, n'ont pas les moyens suffisants pour mener la lutte sur l'écocide. Intelligent. À nouveau, il y avait la parade. Dans un deuxième temps, il attaque l'État, évidemment, État incompétent. Ça ne va peut-être pas assez vite pour vous, monsieur Norek, mais ça avance tout de même. Les accords de Paris ont été signés, et j'en passe. Vous n'êtes pas satisfait, vous êtes comme Solal, vous voulez que ça aille plus vite que la musique, on a compris. Attaque de la loi. La loi, le législateur ne fait rien. Je vous détrompe. Très récemment, début avril, une loi a été votée sur l'écocide. Le principe d'écocide a été reconnu. Ça avance quand même. Pas assez rapidement à votre goût, d'accord, mais ça avance. Et puis, vous savez, monsieur Norek, l'anarchie n'est pas un système souhaitable. Moi aussi, j'y ai pensé. Oui, lorsque nous avons été adolescents, que nous avons bu, comme disait l'avocate tout à l'heure, des mojitos, dans des moments de délire où on refait le monde, on se dit que l'anarchie est viable, que ces pandas balafrés qui paralysent le système sont viables. Ils ne le sont pas, monsieur Norek. Et là, je vois tous les enseignements de ce très beau film, l'un des films sur l'anarchie, Le roi et l'oiseau. Et on sait comment ça se termine, l'anarchie. Dans un monceau de ruines, il ne reste plus que la cage d'un oiseau qu'un ongle de métal soulève et un oiseau qui s'envole au milieu des ruines. Oui, je crois que l'homme n'est pas prêt pour l'anarchie, monsieur Norek. Alors ça n'avance peut-être pas assez vite, mais ça avance. Et puis, votre argument de la légitime défense, celui-là aussi, il m'a donné des nuits blanches. Cela l'affirmant qu'en réalité, les gros industriels pollueurs sont des meurtriers en coaction qui commettent des meurtres actuels et que sa riposte a été nécessaire, puisque rien ne bouge, et proportionnée, puisque peu de personnes sont touchées, et finalement, il n'y a qu'un mort. Il y a une parade à ça. Il y en a quand même une, parce que l'argument est intelligent, mais il y a une parade. Il y en a une. Après tout, qu'est-ce qu'il fait, Solal? Il s'approprie la justice, parce que ça revient à ça, et il applique la peine de mort. Il devient l'exécuteur des hautes œuvres. Il s'approprie la justice et il exécute les personnes qu'il a estimées coupables. Un procès d'ailleurs sans règles, sans procédure pénale, sans rien. Il n'y a pas de droit au silence, il n'y a pas de droit de faire des déclarations spontanées. Ils vont mourir, ils n'ont pas le choix. Non, Solal fait sa justice, monsieur Norek. C'est bel et bien un terroriste, il s'octroie le droit de la justice et il exécute. Parce que finalement, c'est ça. Alors votre fin, d'accord, c'est vrai qu'elle est belle. À nouveau, comme pour monsieur Niel, c'est vrai que cette fin est belle. Gris noir donnant Green Future, la Fondation Amazonie, cette utopie très belle, cette notion de transmission aussi à travers un enfant, l'enfant mort-né qui engendre Gris noir, puis Green Future, cet enfant à naître qui va porter le grand projet écologique du monde, c'est beau. Mais je le répète, pas plus vite que la musique, monsieur Norek. Et puis ce Solal qui s'approprie la justice, c'est inadmissible, vous ne pouvez que le comprendre. Et puis finalement, monsieur Norek, le pire reproche que j'ai à vous faire, je disais que ce livre est une plaidoirie. Pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, et là je l'ai trouvé la parade, monsieur Norek, et là je vous ai eu. Ce livre, c'est un réquisitoire. Mais oui, un réquisitoire. Précisément, on y vient. Votre pire crime, monsieur Norek, au-delà de tout ce que j'ai pu dire sur le fait de faire sa justice soi-même à nouveau, c'est que vous vous êtes pris pour le procureur. Et le procureur, c'est moi! Alors, je le dis à contre-cœur, ça me fait du mal, c'est la première fois que je le dis. Qu'on laisse ce livre tranquille, qu'on ne lui fasse rien. Mais qu'on condamne monsieur Norek à la geôle, au pain sec et à l'eau, jusqu'à ce que nouveaux romans s'en suivent. On veut connaître la suite, monsieur Norek.
Maître Fèvre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs, que dire ? La défense se lève et vous bouscule, vous vous réveillez comme d'habitude. Mais à vrai dire, la défense est choquée, outrée, consternée par ce qui vient d'être clamé par Monsieur le procureur général. Alors je peux comprendre qu'avec les dernières fortes chaleurs, le soleil tape sur le prétoire de l'accusation, mais c'est sa façon de plaider. Cependant, les propos qui viennent d'être vociférés devant vous aujourd'hui sont, si vous me le permettez, à l'image d'un string, très peu de matière. Abordons les faits avant que Catherine l'aborde. Virgile Solal enlève des grands patrons d'entreprises, entreprises polluantes, en échange de rançons. Rançons destinées à la mise en place d'actions en faveur de l'environnement. Mise en place, intrigue, prémisse d'un polar. Des contacts réguliers se font avec la police par Internet, par l'application Cupidon. Mythique n'était pas disponible ce jour-là. On note l'importance des réseaux sociaux. Réseaux sociaux comme à l'heure actuelle où les phénomènes prennent beaucoup d'ampleur, des milliers de personnes se revendiquent du mouvement lancé par Virgile Solal, #TeamPanda, une réalité sans nom puisque les réseaux sociaux sont au cœur de notre quotidien. La partie bien évidemment que je préfère, procès, cour d'assises spéciale, plaidoirie de confrères, vraiment une plaidoirie digne des plus grands. Mais surtout, un message d'espoir à la fin du roman avec Green Future. Épisode 6, un nouvel espoir. Mais surtout, n'oublions pas les chapitres interludes qui sont le cœur du bouquin, le cœur du livre et qui n'ont pas été entendus par l'accusation ce soir. Puisque c'est cette réalité-là qui nous guette. Ce sont les promesses et les mensonges des politiques. Je vous renverrai au chapitre sur les sachets de thé de notre cher président qui nous interdit le plastique alors que lui en a plein dans ses sachets de thé. Mais vous comprenez, c'est compliqué. Alors ce livre est-il vraiment comme l'accusation vient de nous le décrire? Je ne pense pas. Par contre, ce livre est-il actuel? Complètement. Mais qui est Virgile Solal? C'est lui, c'est elle, c'est tous ceux qui le veulent. Allez, venez et entrez dans la défense. Quelle est la motivation de ces actions? Mais c'est tout simplement l'inaction totale de la justice, monsieur le procureur général, qui va préférer condamner des personnes comme Virgile Solal, des lanceurs d'alerte, des personnes innocentes et faibles, face à des personnes, à des géants qui ne seront jamais inquiétés des actions et qui continuent à tuer en silence. Si je résume, Impact, c'est le combat d'un homme contre des géants qui polluent en toute impunité, à l'image de David contre Goliath, des Avengers contre Thanos ou de Batman contre le Joker. Alors aujourd'hui, Virgile Solal et le message délivré par Impact sont défendus par un géant. Je le reconnais. Qui d'autre qu'un géant pour affronter un autre géant? Mais du haut du prétoire, l'accusation ne fait peur à personne, et surtout pas à moi, monsieur le procureur, puisque de toute façon, je vous dépasse aisément. Mon client est tout simplement accusé d'avoir écrit un livre qui dérange, un message qui est délivré qui fait peur. Vous avez peur de vous confronter à la réalité et à ce qui se passe autour de nous. Mais réveillez-vous, open your eyes! Le message délivré n'est aucunement le fait d'enlever des gens pour réclamer des rançons, ni sur le terrorisme, ni sur l'anarchie ou la révolution. Sinon, croyez-moi bien que j'aurais fait ça pour trouver une place en terrasse le midi. Alors vous dites, il y a des meurtres, c'est ignoble de tuer des gens. Alors certes, je vous l'accorde, on fait mieux comme début de relation entre personnes. Mais les meurtres, monsieur le procureur général, ça fait vivre beaucoup de monde dans la salle, vous le premier. Ce n'est pas le doigt que vous vous mettez dans l'œil, c'est bien tout le bras. Et pour ça, j'admire votre souplesse. Impact n'est autre qu'une pure fiction. C'est une fiction pure et dure comme... Voilà, je vous laisse imaginer. C'est un avertissement, a warning, pour les bilingues dans la salle. Alors, si je suis la logique du monsieur le procureur, si nous devons condamner ce bouquin aujourd'hui, nous devrions condamner les contes, puisque au final, Impact, ce n'est juste une simple fiction, un conte. Mais de tels propos sont parfaitement inadmissibles, monsieur le procureur. C'est la braguette ouverte à tout. Alors nous devrions condamner Blanche-Neige, cette gourde qui mange des pommes empoisonnées.
Nous devrions accepter les pommes données par des inconnus. Faisons tous honneur à Jacques Chirac, manger des pommes. Faisons comme le chaperon rouge, laissons-nous séduire par le grand méchant loup et laissons-nous nous faire bouffer, sans que rien d'autre se passe. Mais surtout, et là vous n'avez rien compris, monsieur le procureur, le message que veut nous faire passer Impact est d'une importance cruciale aujourd'hui. C'est un conte qui est parfaitement contemporain et qui nous alerte sur la réalité qui est actuelle. Répondons donc à cette question que le groupe APA nous posait. Voulez-vous Voulez-vous de cette réalité qui arrive à grande vitesse, comme la trentaine arrive pour les personnes nées en 1991, harmonie, dédicace, comme les commandes, ou alors les commandes de bière qui sont commandées à 2 minutes de la fin de l'happy hour. Mais non, la réalité, elle est là, et elle n'est pas belle, belle, belle comme le jour. Claude, si tu nous regardes, je pense à toi. La réalité, elle est là. Hausse des températures et réchauffement climatique, canicule et sécheresse. L'occasion de constater si les déodorants Narta fraîcheur extrême résisteront aux heures de pointe dans les transports en commun. Fonte des glaces, augmentation du niveau de la mer, inondations en tout genre, encore moins de kilomètres pour aller se faire dorer la pilule dans le sud. Dérèglement climatique, il n'y a plus de saison, on ne sait plus comment s'habiller, maintenant c'est doudoune le matin, grêlon le midi et à poil le soir. Mais c'est ça qui nous attend, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs. C'est ça qui nous attend si aucune action n'est menée. Alors non, Impact n'est pas l'apologie du crime, de l'enlèvement, de la séquestration, mais bien un message d'alerte qui nous attend demain. Tomorrow, toujours pour les bilingues en anglais. C'est un appel à la conscience, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant nous, parce que oui, ils sont nombreux à dire « Stop, stop, in the name of love, before you break my heart ». Donc stop, stop, au nom de l'amour, vous cassez ma planète. Alors pourquoi attaquer avec tant de virulence le message d'Impact? Mais tout simplement parce que ce bouquin fait peur. Et je sens cette peur dans vos yeux, monsieur le procureur général. Mais ce jour n'est pas arrivé. Cette réalité n'est pas arrivée. Écoutons le message d'Impact et changeons. Exigeons des changements de ces géants qui mentent et qui polluent en toute impunité. C'est eux qui devraient être ici, et non pas Olivier Norek. Sans changement, nous sommes tous coupables. Sans effort, nous devrions tous être accusés. Autant vous dire que ni la salle, ni les box en verre qui ornent nos tribunaux nous permettraient de tous nous accueillir, sauf pour ceux qui aiment bien plotter. La morale est simple. Impact nous livre un appel à l'inconscience, nous livre un appel sur le futur, sur un danger qui arrive si nous ne changeons pas. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, ne vous laissez pas entrer en tentation, ni succomber au chant des sirènes du port d'Alexandrie ou du port de l'Accusation, qui chantent encore la même mélodie. Aujourd'hui, vous n'avez qu'un choix à faire, qu'une équipe à rejoindre, celle de l'acquittement. Je vous demande donc de prononcer l'acquittement d'Impact. Monsieur Norek, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Vous avez 1 minute 30. J'ignorais que j'allais tomber amoureux de mon avocat. Mais vous concernant, monsieur le procureur général, peu de vraies choses ont été dites. Une lecture orientée pour arranger votre conscience. Et comme il était attendu, beaucoup de bruit, beaucoup de gesticulations pour cacher votre silence, votre immobilisme, votre incapacité à vous remettre en question. Alors, puisque vous n'êtes visiblement pas prêt à remplir votre rôle, votre mission, qui est celle de la protection de la société, profitez de ce temps pour préparer vos excuses. Celles que vous ferez à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Lorsqu'ils vous diront « Mais toi, tu as vécu ce moment charnière à l'époque où tout était encore possible. Tu étais au meilleur des postes, puisque tu pouvais demander des comptes au nom de la société. Alors raconte-toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Alors je vous imagine penaud, le regard baissé. Avouez que vous avez préféré gesticuler et faire du bruit pour maltraiter un pauvre auteur de romans policiers qui n'avait eu que l'audace d'alerter, de chercher à éveiller les consciences, d'essayer de faire réaliser la réalité imminente d'un drame historique à venir. Vous leur direz « Je me souviens de ce jour et j'ai pensé qu'il ne s'agissait que d'une journée de plus dans le monde merveilleux et aveuglé de la justice. Mais il n'existe jamais qu'un jour de plus. C'est toujours un jour en retard. Toujours un jour en retard. Et c'est ce retard que vous prenez qui vous forcera à expliquer à vos enfants pourquoi il n'y a plus de poissons comestibles dans les océans, pourquoi d'ici quelques années ils perdront 15 ans d'espérance de vie, pourquoi
à nos frontières en train de crever. Il y a 300 millions de réfugiés climatiques. Pourquoi, après le Covid, ils vont devoir affronter de nouveaux virus cachés sous le permafrost qui est en train de fondre et qui, lorsqu'ils se réveilleront, seront 1000 fois ou 1 million de fois plus puissants que le Covid. En un mot commençant, vous devrez leur expliquer pourquoi nous avons été incapables de leur laisser la planète merveilleuse sur laquelle nous avons grandi. C'est ce retard, ce silence, cet immobilisme dont je vous accuse, monsieur le procureur, au nom de la société, puisque je dois prendre votre rôle. Mais je comprends qu'il est plus facile d'en attaquer les petites conséquences comme moi plutôt que la grande cause. Et c'est pour cela que je tiens à terminer mon temps de parole en vous présentant mes excuses, monsieur le procureur général, si jamais j'ai pu vous réveiller de votre léthargie confortable. Monsieur le procureur, vous avez changé de banc, donc vous êtes étant maintenant sur le banc des accusés, je vais vous laisser la parole. Je me permets, monsieur Norek vient de signer sa condamnation. Je lui ai reproché de faire Ne mélangeons pas quand même le siège et le parquet, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même nous qui rendons les décisions, monsieur le procureur. L'accusation, je lui ai reproché d'être le procureur. Il a fait un réquisitoire, à nouveau. On ne peut pas s'en empêcher. Je le disais. Monsieur Norek, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que c'est toujours vous qui devriez avoir la parole en dernier. Non, merci beaucoup pour tout. Merci. Décision en fin d'audience. Dernier dossier. Bonjour madame, je vais vous demander vos noms et prénoms. Marion Cabrol. Vous êtes prévenu d'avoir publié La Lionne Rouge. Oui. Je vais vous demander, comme les autres auteurs, de nous faire un pitch en 3 minutes de votre livre, s'il vous plaît. Le livre se passe dans une région hostile, la Moselle, et un crime a été commis au mois de décembre, en pleine nuit, dans un parc zoologique. Un homme mort a été tué par des ours. Alors, il y a 2 histoires. L'histoire de cet homme qui est mort, qui l'a tué, et il y a aussi l'histoire du zoo. Et dans un zoo, on va trouver des animaux qui ont une valeur inestimable. Alors, peut-être que ça a un rapport avec la mort de cette personne. Peut-être pas, et on a un personnage qui est diabolique, un peu tyrannique, parfois un peu violent, et qui a des grands désirs de vengeance, et peut-être un rapport avec la personne qui a été retrouvée morte. Merci. Un peu violent, c'est certainement parmi les 4 livres qui nous étaient soumis aujourd'hui, certainement un des plus violents. Et si je peux me permettre, oui, il y a des petites filles qui me l'ont dit, oui. Oui, je pense pas que... des petites filles, mais je pense pas que des petites filles. En tout cas, le personnage de Léna notamment, qui aimait faire mal aux animaux, les faire souffrir, qui devient vétérinaire. Est-ce que vous, petite, vous amusiez à arracher les ailes des libellules? Non, fort heureusement, c'est pas autobiographique, sinon je pense que je l'aurais pas écrit. Oui, enfin, on peut penser que l'auteur s'inspire un peu... si ce n'est de soi, peut-être de proches. Non, heureusement, j'ai une imagination fertile, là, ça m'a suffi. Est-ce que vous considériez votre livre comme étant un docu-fiction par rapport à toute la partie qui concerne le zoo d'Amnéville, justement? Ça reste une fiction, mais c'est vrai que j'avais envie d'être très réaliste par rapport au zoo, parce que c'est un endroit où j'ai adoré travailler, et c'est un endroit qui est méconnu du public. On voit la partie divertissement, et les zoos ont des grandes missions pour la conservation et la protection des espèces menacées. Donc ça, c'était important pour le réalisme. Ensuite, pour ce qui est du reste de la violence et des crimes non coupables. D'accord. Et au niveau de ce que vous évoquez sur les trafics éventuels, c'est quelque chose que vous avez vu, ça, ou c'est... En France, non. Heureusement, les zoos sont en Europe, aux États-Unis, etc., sont relativement très guidés par des lois qui sont très strictes et on est très surveillés. Ensuite, il y a certains pays où c'est encore un peu olé, mais ça commence à se tasser. Et heureusement, des associations surveillent les zoos. On n'est d'ailleurs pas propriétaire de nos animaux, ce qui fait qu'on est obligé de suivre les lois et c'est très bien comme ça. Merci. Monsieur le procureur, vous avez des questions? Pas de questions, monsieur le président. Non? Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Mesdames, monsieur de la Cour, habituellement, je me passe de ce genre de commentaires, mais Marion Cabrol, ça sonne un peu comme le Chabrol du polar. Oui, c'est tout à fait ça. Alors pour commencer, Madame Cabrol tombe très mal parce qu'elle décrit une région que je connais, où j'ai été en poste pendant 6 ans.
Et elle fait une description d'Amneville et de Metz qui est absolument fausse, qui est caricaturale. Alors ça a commencé comme ça m'a mis de bonne humeur déjà. Alors, si on en croit Madame Cabrol, Metz est constamment prise par les glaces. C'est un territoire grisâtre, brumeux, sinistre, il y fait toujours nuit, le loup rôde dans les parages. Il n'y a que des paysans un peu demeurés là-dedans, où Éric Belt, d'ailleurs le héros, a sa mutation, et Éric Belt, le Parisien, va rendre visite aux paysans du Nord. C'est complètement caricatural. Et je vous détrompe, Madame Cabrol. Quand je suis arrivé à Metz, on m'avait dit « Oh là là, c'est terrifiant, tu vas voir, c'est la garde de nuit, c'est dans le trône de fer. Hein. Tu vas te geler, ça va être horrible, il ne va rien se passer. » Manque de chance, je suis arrivé le premier jour dans une ville noyée de soleil. Et j'ai été très heureux pendant 6 ans. Alors non, Madame Cabrol, Amnéville, ça n'est pas grisâtre, ça n'est pas horrible, ça n'est pas terrifiant, parce que Madame Cabrol aurait pu le faire une fois, mais constamment dans le roman, obsessionnellement, elle revient sur ces paysages désolés. Non, allez visiter Amnéville, allez visiter Metz, c'est très beau, Madame Cabrol. Je parlais du héros Éric Belt. Alors lui, il y a toujours un moment dans ces polars où on a la caricature du flic. Alors lui, c'est la caricature du flic. Il est alcoolique, évidemment, il picole, il a fait une bavure, c'est pour ça qu'il a eu une mutation disciplinaire grave à Metz, on a bien compris, parce qu'aller à Metz, pour un Parisien, c'est vraiment très grave. Il a vraiment fait une très grosse connerie, comprenez, hein? Et alors il est alcoolique, il picole, et puis il pense à sa compagne qu'il a perdue, et puis alors il se dépêtre plus de son enquête, et puis il a sa mutation disciplinaire, il rêve de retourner à Paris, il méprise les pécores de Metz, et voilà, et il traîne son enquête. Une soigneuse lui met sous le nez qu'il y a un trafic d'animal, alors il fait bon, il met 3 ans à réagir, 3 ans, il comprend rien. Jusqu'au moment où il dit, ah bah oui, effectivement, il y a un trafic d'animal, il faudrait peut-être que je m'en préoccupe. Et où il découvre que, bah oui, Metz, ça peut être intéressant. Parfaitement. Puis alors, dans ce roman, je crois que tout est pathétique. Mais vraiment tout est pathétique, rien n'est sauvable. Je le disais déjà tout à l'heure, bon je le dis tout le temps, d'accord, mais là, vraiment, c'est consternant. Alors, on a une espèce de puzzle, d'imbroglio. D'abord, il y a un trafic d'animal. Alors, on trafique des petits léopards, des petits lézards qu'on revend à d'obscurs mafieux pour arrondir les fins de mois, parce que le zoo d'Amnéville, qui est dans une région sinistrée, oui, d'accord, on avait compris, sinistrée, grisâtre, horrible, économiquement défavorisé, n'est-ce pas? Dans cette région, dans ce zoo d'Amnéville qui fait faillite, il faut arrondir les fins de mois. Ben voyons, on parle de soigneurs et de chefs animaliers qui font du trafic d'animaux, eux qui sont censés les protéger, ces mêmes animaux. On a aussi notre lot, parce que je crois que Madame Cabrol n'est pas un cliché près. Tous les ans, je parle des mêmes choses. On a histoire de cul sur histoire de cul dans ce roman. Ça n'arrête pas. Ça couche à droite et à gauche. Alors on a le directeur du zoo, Jean Matman, qui couche avec la moche, la Inès, avec Emma, la maîtresse chanteuse. Enfin, et alors tout ça, c'est orchestré par Alan Macro, celui qu'on va retrouver d'ailleurs mort, je vais y revenir, hein, dans le bac d'un parc à ours. Enfin bon, c'est absolument consternant. Histoire de fesses lamentables que nous inflige Madame Cabrol, hein. Et puis, on a ce chef de zoo, là, alors, qui ne recule devant rien. Hein. Je parlais de ceux qui ont une mission de protection. Or, lui, il incendie carrément son zoo, qui est en faillite, pour récupérer l'argent de l'assurance et attirer le mécénat. Consternant. Pour reprendre ce que disait l'avocat tout à l'heure, hein, pour ceux qui aiment l'anglais, no comment. Voilà. Ou WTF, what the fuck. Mais je viens au meilleur, parce que tout ça, c'était pour le hors-d'œuvre, hein, c'était pour la fine bouche, vous comprenez, tout ça, c'était un apéritif pour Madame Cabrol. On vient au meilleur. Alors la cruauté. Madame Cabrol, pendant les longues nuits d'hiver, sans doute a-t-elle écrit son roman à Metz, dans la nuit froide et grisâtre, s'ennuyait, et il y a une cruauté très particulière. Je parlais de la délectation de Madame Tabachnik chez Madame Chabrol, je ne sais plus. Ça prend une ampleur très particulière. Hein. Alors, on a d'abord un cadavre qu'on découvre dans l'eau, dans un parc à ours, déchiqueté,
totalement ravagé. Et alors, il y a une description de l'autopsie du corps, on y revient incessamment. Vous avez un problème avec les cadavres exquis, Madame Cabrol. Et cette chair tuméfiée, cette chair noire, sanguinolente, ce visage découpé, comme chez Madame Tabachnik d'ailleurs, hein, ces dames, elles aiment beaucoup les visages découpés, où n'émerge plus que le regard plein de terreur. Parce qu'il faut effrayer le lecteur quand on est un bon auteur de polar. Il faut être effrayant, il faut être répugnant. Cruauté totale. Et alors, le meilleur, c'est ce personnage. Alors là, vous avez la palme, Madame Cabrol. La Léna. Ah, mais je crois que j'ai jamais vu ça. Ah, mais je n'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. Alors, comment vous expliquer cette folie totale? L'année dernière, j'avais trouvé une méthode pour l'indicible. Je poussais le cri de Munch. Hein. Ah! Mais là, aucun cri ne pourrait vous dire mon effroi quand j'ai découvert au fur et à mesure des pages ce personnage décrit avec une complaisance. Peut-être est-ce Madame Cabrol, hein, d'ailleurs. Alors, il ne lui manque rien. C'est le couteau suisse de la folie. Elle a tout. Hein. Tire-bouchon, couteau, fourche, tout. Tout. Elle a des amis dans la tête. Un petit tricycle qui tourne. Un frère qui vit avec elle, le fantôme du frère, qu'elle va venger d'ailleurs de façon abominable. Elle se mutile, parce qu'elle aime ça. Elle se mutile. Quand on est fou, on se mutile. On se martyrise la chair et puis on se la griffe. Bien sûr. Elle torture les animaux. Ben oui. Alors j'ai beaucoup aimé les descriptions. Il y en a une que j'ai trouvée particulièrement horrible et dégoûtante. On la voit ouvrir le ventre d'un lièvre. Il y a la description des petites pattes qui tressautent à toute allure, des entrailles qui se déversent. Dégueulasse! Dégueulasse. Elle martyrise les chiens. Puis elle adore les chiens. Il y a ce passage horriblement choquant où elle dit « Ah, ces animaux qui reviennent constamment, vous léchez la main alors que vous les torturez. » Abominable. Elle dort avec des souris mortes pour se rappeler l'odeur de sa mère décédée. Enfin, c'est indescriptible. Tout y est. Allez voir, hein. Il y a tout. Il y a vraiment tout. La Léna, elle est totalement barrée, folle, cinglée. Et pour accomplir sa vengeance, elle va devenir soigneuse. Voilà, l'inversion des valeurs, la perversité totale de Madame Cabrol. Celle qui torture les animaux devient soigneuse. De même que les chefs animaliers se lancent dans le trafic d'animaux, ceux qui doivent protéger les animaux. On est dans une inversion permanente. Elle va au bout de son forfait, et tenez-vous bien, pour venger la mort de son frère, elle tue un gamin de 7 ans, le gamin du pauvre Alan, et elle l'oblige à aller dans le bac des ours où il se fait déchirer. Répugnant. Et préalablement, non mais tout y est hein, avec Elena. Préalablement, elle avait empoisonné son père, le tien, pas, dans Petit Luxe, hein, et elle avait empoisonné son premier mari. Je vous laisse lire, hein, c'est effrayant. C'est à prendre ses jambes à son cou. Et on sent que Madame Cabrol y a pris du plaisir. Elle a aimé ça dans les longues nuits d'hiver qu'elle décrit, sur les bords de Metz où tout est grisâtre. Tout est... Oui, non, j'ai pas digéré. Hein, ça, j'ai pas digéré. Et la morale de tout ça? La morale, parce que j'ai parlé d'autres livres avant celui de Madame Cabrol qui se rattrape un peu. Non. Avec Madame Cabrol, rien n'est rattrapé. On réitère, on récidive, on en remet une couche. Vous savez ce que c'est la morale de l'histoire? Eh bien, les trafiquants d'animaux prennent la poudre d'escampette, on ne les retrouve jamais. Quand elle assassine Léna, elle s'en sort. Celle qui se mutile, vous savez, qui torture les animaux, qui empoisonne tout le monde, qui tue un gamin de 7 ans, elle s'en sort. Elle s'en sort, c'est tout, fin du film. L'enquêteur foire complètement, fin du film. Voilà ce polar. Normalement, on s'attend à ce qu'il y ait une vraie enquête. Alors, Eric Bell, comme je vous disais tout à l'heure, il se réveille au dernier moment. Ah ben, l'enquête, elle est intéressante. Hein. Je vais peut-être me pencher sur le trafic d'animaux. Et bien, finalement, rien. Ah, si. Ah non, si, il y a quand même 2 choses qui l'élucident. Les histoires de cul du directeur de zoo. Non, ça, il y arrive. Hein. Ça, il arrive à piger. Non, ça, c'est bon. Et l'incendie du zoo. Et encore, par hasard. Ah non, mais Bell... complètement nul. J'espère, monsieur Norette, que vous n'étiez pas un enquêteur comme ça à Bobigny, parce que c'est affligeant. Hein. Ah non, c'est consternant.
Quant au pire forfait de l'ENA, et ça va conditionner la peine que je vais réclamer, parce qu'elle ne se refuse rien. Les encas, apéritifs, le pas de résistance, le dessert, tout. Elle va jusqu'au moment de ce fameux incendie, couper le cou d'une girafe. Bah tiens, allons-y. Une girafe en train d'agoniser, lui coupe le cou. Ah oui, et puis les tricycles dans la tête, Enfin, il y en a tellement qu'on en oublie. Son rapport au trou, sa façon de se voir en train de mettre les pouces dans les yeux des gens et d'appuyer très fort. Effrayant. En toute logique, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur de la Cour, je requiers à l'encontre du livre de Madame Cabrol une peine exemplaire. Je requiers que le livre soit jeté en pâture dans un zoo et piétiné par une girafe. Maître Abramovitch, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, les faits, vous les connaissez. C'est Monte Cristo aux eaux d'Amnéville, façon Fable de La Fontaine, j'y reviendrai pas. Monsieur le procureur général, rien ne sert de rugir. Il faut requérir, et point. Comme vous, j'aimais pas les polars. Là, je crois qu'il faudra peut-être vous arrêter un jour, tout de même. Vous insistez, manifestement. Arrêtez. Comme vous aussi, j'avais une âme sensible. Et je comprends que ce polar-là ait pu vous perturber parce que une lionne qui va chasser les mâles sur le territoire du clan voisin pour s'y accoupler, ça a dû heurter votre chaste sensibilité. J'ai l'impression que c'est un sujet qui vous perturbe. Mais comme tous les autres avant vous, vous m'avez oublié. Oui, comme les autres. Comme mon fils, mon petit Paul est mort, j'ai été attaquée par ces hyènes, nos voisins. Ces hyènes, les services sociaux. Ces hyènes autour de nous, cette horde de charognards curieux face à laquelle j'ai pas eu la force de me battre. Et ma lionne rouge, qu'en avez-vous faite, ou juste bonne à jeter aux eaux? Mais que diable irait-elle faire dans cette galère? Oui, ma lionne rouge. Et ma lionne rouge, je trouve qu'au contraire, Marion Cabrol, monsieur le procureur général, Cabrol, l'a parfaitement décrite. Son petit frère imaginaire, son chagrin, ses souffrances, ses vices, sa métamorphose de Dantès en Monte Cristo, et comme lui ses trésors, mais aussi ses animaux, et comme eux, l'enfermement. Ce qu'elle a subi, ma lionne, a été si terrible que je n'y ai même pas survécu, moi, sa propre mère. Vous m'avez oublié, monsieur le procureur général. Je suis morte de chagrin, je vous rappelle. Et ça, vous l'avez complètement occulté, tous. Vous, d'abord, monsieur le procureur général, mais vous aussi, la société. Vous tous, qui auriez dû prendre soin de ma petite lionne avant qu'elle vire au rouge. Marion Cabrol, elle, m'a fait revivre, vibrer. Elle nous a transportés avec ma lionne rouge dans un endroit bien connu de tous, un endroit régressif où j'emmenais mes petits lionceaux quand tout allait si bien. C'est un endroit qu'on connaît tous, monsieur le Président, mesdames, messieurs, les jurés, même vous, monsieur le procureur général. Je suis certaine que vous y êtes déjà allés. Au zoo. Un polar dans un zoo, genre Zizanie au zoo, la nouvelle enquête du Club des 5. Remonte sur ta trottinette, fantomètre, cette affaire criminelle n'est pas faite pour toi. Non. Ma lionne rouge, elle incarne tout à la fois le grenouille de Suskind, pour son flair et son obsession, la Louise de Slimani, qui inspire confiance alors qu'elle avance masquée, et parfois même le King Kong de Despentes pour ses combats. Elle évolue dans un décor simple et angoissant à la Vargas, entre l'immensité de la forêt et la promiscuité des enclos. C'est réussi, ça vous a fait peur, monsieur le procureur général. Angoissant, captivant, haletant, avec du sang et des tripes dedans, oui, c'est vrai. Mais quand c'est Victor Hugo qui nous dit que l'enfer n'est pas pour les animaux, puisqu'ils y sont déjà, là, monsieur le procureur général consent.
Ce polar-là progresse tout en suspense jusqu'à un dénouement absolument inattendu pour révéler un amour fraternel qui est absolu. De toute évidence, monsieur le procureur général, vous n'avez rien compris. C'est l'amour qui a fait de ma petite fille chérie une lionne rouge. On a tous un côté prédateur sauvage, subtil comme vous, monsieur le président, ou clairement moins subtil comme vous, monsieur le procureur général. Ma lionne, ma petite fille chérie à moi, a toujours aimé la chair, celle d'où sortent tripes et boyaux, où on sent le cœur battre, sous ce pelage encore chaud, c'est vrai. Je la voyais enfant, comme vous, monsieur le procureur général, vous l'avez parfaitement imaginé, cacher les enfants des animaux, les corps des animaux qu'elle avait attrapés pour qu'ils lui tiennent compagnie. Elle voulait simplement pas être seule. Et avec son petit frère Paul, elle partageait tout, elle l'aimait si fort. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Après l'accident et cette première balle perdue, tout a basculé. Je l'ai abandonné de chagrin. Vous auriez fait comment, vous, pour évoluer avec raison, vilain petit canard parmi les rapaces? Ma fille aurait pu être la vôtre, mesdames, messieurs, les jurés. On a tous baissé les bras après la mort tragique de notre petit Paul. Mais elle a continué, tapie dans l'ombre de sa proie, discrète, solitaire, à chasser dans l'obscurité qui effraie tant notre procureur général, prête à bondir. Comme Monte Cristo sous la plume de Dumas, à tous les maux, il est deux remèdes, le temps et le silence. Elle est parvenue à isoler ses proies pour les achever. Bim, seconde balle, pas tout à fait perdue, et hop, un saut dans le bassin des ours polaires. C'est cette histoire que Marion Cabrol nous a contée. Et comme au terme de votre serment, vous avez juré et promis d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre la lionne rouge, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. Je ne vous demande pas de faire de ma lionne rouge la reine de la jungle, mais ne faites pas la même erreur que moi qui l'ai abandonnée. Je vous demande simplement, comme ma lionne, de suivre votre instinct pour l'acquitter. Un fauve n'est pas fait pour être enfermé, ni pour finir en trophée. N'en faites pas un Claude Gueux, que dans la jungle, terrible jungle carcérale, elle ne meurt pas ce soir. Car grâce à Marion Cabrol, je sais que ma lionne est désormais apaisée, rassasiée, qu'elle a pu enfin partir loin, rugir de plaisir. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, souvenez-vous de cela lors de votre délibéré. Confiance et acquittement font plus que peine ni dressage. Madame Cabrol, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'ajouterais juste que si vous condamnez le livre à une peine moins lourde, je ne tuerai pas de petits chiens dans le prochain. Merci beaucoup. Nous allons donc nous retirer pour délibérer et nous vous rappelons que la salle a une voix commune qui viendra s'ajouter aux nôtres. Bien, donc nous avons délibéré. Ça a été très serré s'agissant du prix du livre, puisque en comptant le vote du public, on a eu une égalité. Donc la voix du président a permis de départager l'égalité. Et donc le prix du livre est remis cette année à Olivier Norek pour Impact.
pouvez venir. Merci encore aux auteurs de s'être prêtés à ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Et à vous remettre à vos plumes pour éventuellement revenir à une prochaine édition. Et le prix d'éloquence est remis cette année à Alexis Fèvre. Bravo à mes autres confrères qui étaient très bien également, mais voilà, il a fallu faire un choix. C'est un ticket gagnant, là. Si vous voulez dire quelques mots, là, vous n'avez pas de limite de temps, vous faites comme vous voulez. Oui. C'est toujours complexe de gagner une somme d'argent quand évidemment tout le monde a travaillé. Je remercie vraiment Alexis. C'est toujours complexe aussi de gagner une somme d'argent par rapport à ce message. Donc comme je le fais à chaque fois, je vais reverser ces 1 000 € au Restaurant du Cœur de la ville de Dijon, à moins que vous ayez une autre association que vous parrainiez. Très bien. Oui, j'ai oublié d'indiquer que c'était Madame Martin pour la ville de Dijon qui avait remis ce chèque ou qui va repartir au Resto du Cœur. C'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Non, je n'aurais pas grand-chose. Une petite chanson peut-être. Alex, 6 000 € au Resto du Cœur qui vient de ses propres fonds. Voilà. Merci beaucoup, Alex. C'est gentil. Merci, Olivier. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content d'avoir participé à cette première édition de Plaidoirie pour un polar et je suis très content d'avoir défendu le bouquin d'Olivier Norek parce qu'il m'a vraiment mis un impact quand je l'ai lu. Donc sur cette blague, je finirai mes propos, monsieur le bâtonnier. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée, bon week-end et à l'année prochaine. Sure.